Bonjour à tous. Merci d'être venu là pour faire connaissance avec nos écrivains explorateurs, est-ce qu'on peut le dire? Ils nous diront tout à l'heure si on peut le dire ou pas. Et en tout cas, qui nous ont fait découvrir tout un aspect qui est peut-être l'aspect le plus exotique de la Russie, celui qui fait rêver tout en étant totalement inconnu souvent ici, et qui donne une idée de l'immensité de notre continent commun. Donc je voudrais vous présenter Astrid Wendland, c'est comme ça que ça se prononce bien, hein, je ne fais pas d'erreur. Donc Astrid, qui va nous parler de l'Oural et du Grand Nord. Voilà son livre sur le Grand Nord, justement. Et puis Sylvain Tesson. Alors je peux vous montrer quelques-uns de ses livres, mais je crois que vous en connaissez pas mal, et puis vous avez dû voir quelques-uns de ses films. Donc, Vérification de la porte opposée, qui sont des nouvelles. Hein. Éloge de l'énergie vagabonde, et puis un traité sur l'immensité du monde, que vous avez déjà dû voir, bon bref, et d'autres. Sans tarder, je passe la parole à Astrid, et puis on essaiera d'avoir un échange avec la salle, donc je vous propose de faire un petit topo introductif, de façon à ce que vous puissiez avoir des questions et des retours de lecteurs et justement de gens intéressés ou interrogateurs sur l'immensité russe, l'immensité de l'autre bout du continent qu'on oublie un peu. Oui, alors moi je vous emmène ce matin avec Sylvain découvrir un peu cette partie du monde qui est au-delà de l'Oural, qu'on appelle la Sibérie, qui est un des plus grands pays au monde. Moi, je suis partie dans l'Arctique. Sylvain est allé au Baïkal, est allé dans la taïga, et il parlera aussi d'une autre dimension, d'une autre immensité, une autre profondeur de ce pays qui parfois semble sans horizon. Et d'ailleurs, là-bas, nous avons découvert de nouveaux horizons. Moi, je suis partie dans le Grand Nord sibérien. En 2001, j'étais envoyée à Vorkuta, qui est une ville qui a littéralement été construite sur les os des prisonniers du Goulag, au pied de l'Oural polaire. Et j'ai été journaliste à Moscou, j'étais journaliste là-bas pendant 5 ans. Et un jour, on m'envoie là-bas pour faire un reportage sur les mineurs, qui étaient ces héros oubliés du communisme, qui survivaient avec 3 sandwichs par jour. Et on m'envoie là-bas, et je suis assise dans la voiture du député maire, et nous traversons la toundra, tout est blanc autour de nous, il fait -25, la terre et le ciel ont fusionné. Et tout d'un coup, la voiture pile de tous ses freins, et un homme encapuchonné, tiré par 4 rennes, nous coupe la route et disparaît dans le blanc. Et je me retourne vers le député maire, je lui dis « Je dois te voir ta quoi en russe, qu'est-ce que c'était que ça? Ah, c'est les nénettes, ils nomadisent ici depuis des siècles. Nous sommes des touristes à côté. » Et moi, je suis de Montréal, je me suis dit « Waouh, c'est incroyable, je ne savais pas qu'en Russie, il y avait encore des Inuits. Je ne savais pas que tout ce monde mystique, magique du Grand Nord sibérien était encore florissant, était encore en train de prospérer, alors qu'au Canada, les Inuits sont souvent sédentarisés, ils ne construisent plus d'igloo, ils ne chassent plus, ils vivent comme les Canadiens ordinaires. Et donc, je me suis promis de revenir, et je suis revenue chaque été pendant 3 ans, pendant de longs mois, vivre. J'ai appris à voyager, à nomadiser, à m'occuper des rennes, j'ai appris le silence, j'ai appris beaucoup de choses. Nombreuses discussions avec des femmes autour du feu, des femmes de la toundra, comment est-ce qu'elles vivent au quotidien, c'est elles qui tiennent tout, c'est elles qui élèvent des enfants, qui coudent des manteaux, tout ce quotidien que moi je pensais évanoui dans le passé et qui aujourd'hui prospère. Et je voudrais passer maintenant la parole à Sylvain, qui lui a découvert une autre dimension de la Russie au sud. Je ne sais pas ta parole. Voilà, merci beaucoup et bonjour. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui est la raison pour laquelle je voyage en Russie depuis maintenant 20 ans. Puisque la première fois que je suis allé en Russie, c'était en 1991, au mois d'août, au moment de la chute de l'Union soviétique.
Et depuis, j'y retourne quasiment tous les ans. Et il y a quelque chose qui me fascine et qui m'intéresse. Et puis, si j'ai bien compris, c'est le cœur de notre discussion de ce matin, et qui est l'immensité, les rapports que les gens font là-bas avec l'immensité. Moi, je suis géographe de formation, donc je m'intéresse évidemment beaucoup à l'espace, à sa représentation cartographique, et puis à son inscription sur le terrain. Et c'est vrai que lorsqu'on est un Français, un produit de la culture, de l'Europe occidentale, on vit dans un espace qui est extrêmement, qui ressemble davantage à une marqueterie qu'à une steppe. Nous vivons dans un jardin quand nous sommes en France. Nos forêts sont petites, elles sont striées de chemins, nos rivières sont canalisées, nos lacs sont minuscules, tout est absolument magnifiquement aménagé. Je pense par exemple à la Bourgogne, dont chaque arpent possède une profondeur historique, mais ne possède plus de surface sauvage. Et moi je suis plutôt des côtés des surfaces sauvages que des profondeurs historiques. L'immensité qui est un appel à l'aventure m'exalte plus et m'attire davantage que le très vieux murmure et le très vieil écho des pierres, qui m'intéressent également, des vieilles pierres qui m'intéressent également, mais qui ne m'exaltent pas. Et j'ai trouvé en Russie quelque chose qui était cette immensité sauvage et sans limite et sans horizon. Je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qui effraie beaucoup les Occidentaux. Vous avez tous lu l'ouvrage de Custine, qui en 1830 fait son voyage en Russie et écrit une lettre à Chateaubriand en disant « l'effrayante monotonie de la Russie ». Alors quand on est devant ces espaces sans fin, devant ces forêts de bouleaux, devant les toundras castrides à sillonner, au fin fond des taïgas, on peut être effrayé par l'effrayante monotonie, mais on peut être exalté par l'immensité. Et moi je suis effectivement cette immensité de la Russie, ces horizons sans fin m'appellent. Et là je reviens de Yakoutie, j'étais à Yakoutsk la semaine dernière, je suis allé faire un reportage sur la ville du froid, Yakoutsk, et je me disais, c'est vrai que dans l'avion, il y a cette expérience qu'on fait quand on prend l'avion pour l'une des villes de la lointaine Sibérie, et on vole pendant 5, 6, 7, 8 heures, 9 heures quand on va vers Vladivostok, sans quitter le territoire. Et c'est quelque chose on prend vraiment la conscience de ce qu'il faut finalement de force à un État pour réussir à promulguer ses lois jusqu'au fond d'un empire, et ce qu'il faut d'énergie pour un voyageur, et pour les voyageurs d'autrefois, ce qu'il leur fallait d'énergie pour venir à bout de ces immensités. Moi c'est quelque chose qui me fascine, l'idée qu'un pays peut s'étendre sur 8 ou 9 fuseaux horaires. Et du coup, si je vous raconte tout ça, c'est parce que j'ai voulu, moi, vivre l'immensité dans ma chair, dans mon corps, enfin l'éprouver par la marche. Et donc je me suis livré à un certain nombre d'expéditions et de voyages au cours de ces 15 dernières années. J'ai traversé une partie de la Russie à vélo, j'ai traversé l'Asie centrale steppique à cheval pendant 6 mois avec une jeune fille qui s'appelle Priscilla Telmont. J'ai traversé ensuite tout seul la Sibérie et la taïga et la Bouriatie et la Mongolie à pied en répétant l'itinéraire des évadés du Goulag, ça c'était il y a 5 ans. J'ai fait des longues traversées des régions russes en saïkar, drondoulet pour ceux qui parlent russe, les vieux saïkars Oural. Enfin, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je cherchais un moyen de transport de toutes sortes. J'ai également fait le tour du lac Baïkal en bateau, dans une barque à moteur, un Kazan Kapiat. Enfin, je cherchais à chaque fois un moyen de transport, si possible, le plus lent possible, la marche à pied, le cheval, la bicyclette, la moto russe qui ne marche pas, enfin bref, toutes sortes de moyens de transport qui vous permettent véritablement de sentir défiler les kilomètres et de sentir le paysage et l'immensité se dérouler devant vos yeux. Et pour moi, c'est la seule manière véritablement de faire l'expérience de la grandeur du monde, de sa beauté, de sa monotonie aussi parfois, que de progresser très lentement dans ces immensités-là. Et puis un jour, puis après j'arrête là, je vais conclure, je suis très bavard, à force de voyager tout seul, je n'ai pas l'habitude d'être interrompu, donc c'est vrai que comme je ne parle qu'à mon cheval, dans la steppe mongole, je peux parler pendant des heures. Mais au bout d'un moment, au bout de quelques années, après tous ces voyages, je me suis aperçu que cette immensité qui défilait sous mes pas finissait par ne plus m'apporter la paix qu'elle m'apportait. Parce que c'est vrai que autrefois, quand je voyageais comme ça pendant des heures et des heures dans les steppes ou dans les taïgas, ou dans les steppes de l'Asie centrale ou dans les grandes plaines russes, j'étais apaisé, cette monotonie du défilement, ce léger ennui qui enivre le voyageur,
cette uniformité du paysage qui finit par créer en vous une sorte de rythme très lancinant, très languide. Tout ça finissait par ne plus m'apaiser et j'avais toujours besoin d'une surenchère, d'aller de plus en plus longtemps, d'aller de plus en plus loin, d'aller dans des endroits de plus en plus âpres. Et puis je me suis dit que peut-être que cette paix, que ne m'apportait plus l'espace, il fallait que je la demande au défilement du temps. Et du coup, l'année dernière, j'ai eu l'idée d'un voyage qui est une expérience du temps davantage que de l'espace, et j'ai acquis une petite cabane au bord du lac Baïkal, et je me suis installé pendant 6 mois dans ce qu'on appelle en russe une zimavio, qui est une cabane d'hiver pour les chasseurs. Et je me suis installé dans la cabane au mois de février, et j'y ai passé 6 mois toute seule, cabane qui était à 8 jours de marche d'une ville, et pas de route pour l'atteindre, il fallait venir par le lac gelé, le lac Baïkal. J'étais à 500 km au nord d'Irkoutsk, et j'ai vécu là les plus beaux moment de ma vie. J'ai été véritablement extrêmement heureux, bien que c'était un voyage de l'immobilité. C'était un voyage de l'approfondissement. Je restais dans ma cabane avec mes livres, mes cigares, mes chiens, mon papier pour écrire, mes flûtes, et j'ai regardé le monde changer à travers le carreau de mes fenêtres, plutôt que d'essayer de moissonner le plus possible de visions différentes en faisant défiler le paysage au rythme de la foulée de mes pas. Bon, ben, je crois qu'on peut passer à vos interrogations, demandes et aspirations à rêverie partagée. François, je crois bien, approche-toi, s'il te plaît, parce qu'on n'a que des micros à fil, malheureusement. J'enchaîne juste sur ce que vous venez de dire. Quand vous restez comme ça immobile pendant 6 mois dans une cabane, vous écrivez sur ce qui se passe à ce moment-là, vous écrivez sur toute autre chose. Est-ce que vous écrivez à un rapport direct, ou bien est-ce que ça peut être distancé de la situation dans laquelle vous vous trouvez? Alors, c'est drôle que vous posiez cette question parce que je suis précisément en ce moment en train d'écrire mon journal de cabane. Ça va s'appeler, je crois, La Consolation des forêts. Et c'est un journal qui va sortir chez Gallimard au mois de septembre prochain. Et donc je me pose la question de savoir ce qu'il faut écrire et je découvre en fait, d'ailleurs en relisant mes carnets de notes, je découvre ce que j'écrivais. En fait, la question que vous posez, c'est la question de savoir qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, de quoi s'agit-il quand on tient son journal intime. Je crois qu'en fait, il y a autant de réponses qu'il y a de diaristes et qu'il y a de gens qui tiennent leur journal intime. On écrit évidemment, je vais répondre de façon extrêmement banale, dans une journée qui est très occupée, où il se passe un grand nombre de choses imprévues, on a davantage tendance à raconter anecdotiquement tout ce qui s'est passé que dans une journée de contemplation méditative pure. Or moi, c'est vrai que dans cette petite cabane où il ne passait personne, sauf le temps, j'avais davantage recours à la méditation, à la contemplation et à ce que je pourrais appeler vaguement une réflexion intérieure, bien que ce soit un bien grand mot pour moi, mais en tout cas à des espèces de tentatives de saisir les idées qui me passaient par le crâne, que de raconter quelque chose qui aurait concerné les événements qui se passaient autour de ma cabane, puisqu'il ne se passait rien, absolument rien. Alors, en revanche, l'expérience qu'on fait, c'est qu'on se met à comprendre les poètes japonais, qui font un poème de l'éclosion d'une fleur, ou du frémissement d'un bambou dans le vent. Alors il n'y avait pas de bambou, mais il y avait des cèdres. Et je veux dire par là que tout à coup, on se saisit quand on vit dans ce genre de situation, on fait la chose que moi je n'avais jamais faite, qui est de regarder véritablement avec beaucoup d'attention l'environnement et de faire l'expérience de l'universel en regardant les minuscules parcelles de réalité qui sont autour de votre cabane. Les mésanges, la glace, la neige, le reflet du soleil sur le tronc d'un arbre, la perlure d'une résine sur l'écorce d'un sapin, enfin des choses comme ça. Des choses que le voyageur qui trace la route ne voit pas, ne s'arrête pas, puisqu'il est obsédé par son but, il n'a pas le temps de contempler le minuscule. Alors quand vous faites l'expérience de l'ermitage, vous contemplez le minuscule, et vous en faites un sujet d'écriture du minuscule, parce que le temps qui passe, il manifeste son passage et son changement par des nuances sur ce minuscule. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les semaines avancent et que vous allez vers le printemps, les avant-gardes du printemps, les ambassades du printemps se manifestent par des toutes petites choses,
d'un coup vous apercevez que le buisson que vous avez depuis des mois devant les yeux n'est pas tout à fait de la même teinte et de la même texture. Et ça veut dire que le printemps arrive. Enfin donc tout ça, cette longue digression, tout ça pour dire qu'il y a quand même un processus d'observation qui se fait, d'attention portée aux choses, d'approfondissement de la vision que vous avez tous les jours devant les yeux, et ça influence évidemment beaucoup l'écriture. Après, il y a quelque chose auquel moi je crois beaucoup, et ça répond directement à votre question. Moi je crois, depuis que je voyage, ça fait 20 ans, je pars avec des livres, en général, qui n'ont rien à voir avec les pays que je traverse. J'adore lire Jack London quand je suis dans un palais vénitien, et lire Lord Byron quand je suis dans la taïga. Parce que je trouve que ça fait un voyage dans le voyage. Je ne comprends pas très bien qu'on parte sur le transsibérien en lisant Michel Strogoff, parce que j'ai l'impression qu'il y a là une paraphrase. Alors, ça me plaît beaucoup, j'ai des tas de souvenirs, moi, d'avoir lu des choses très précieuses, comme du Francis Ponge, ou le journal littéraire de Léoto, tellement parisien, tellement méchant, je le lisais en descendant le Mékong, et ça créait des espèces de fractures, en fait, quasiment abyssales, enfin antipodiques, qui m'amusaient beaucoup. Or, pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que dans la cabane, j'avais une bibliothèque, une centaine de livres, qui alimentaient ma réflexion, qui alimentaient ma méditation, et qui n'avaient absolument rien à voir avec l'idée de l'ermitage dans une cabane. J'avais des livres de Michel Déon, j'avais l'Amandie Chatterley, j'avais l'histoire de ma vie de Casanova, on ne voit pas très bien ce que ça a à voir avec un cas de Madrigal. Enfin, j'avais des choses comme ça qui me permettaient tout à coup d'ouvrir des fenêtres sur des mondes, des univers totalement différents, et parfois d'y trouver d'ailleurs des correspondances assez inattendues entre des choses qui concernent un jeune libertin italien qui emmène son esprit de séduction de Naples à Florence et de Genève à Paris, et la taïga, on peut imaginer qu'il n'y a pas grande similitude, et pourtant. Enfin bref, donc ça aussi, la deuxième chose, après observation, il y avait ce recours au livre et à la réflexion avec des livres qui n'avaient rien à voir avec le sujet, mais qui m'inspiraient. Et puis troisièmement, je suis quand même parti là-bas pour mener une méditation autour des thèmes qui me sont très chers et qui sont ceux de la solitude, du silence, du retrait. Le thème du retrait, je le trouve très beau, puisqu'on est tous là à chercher des manières de changer le monde. C'est quand même depuis maintenant un certain nombre de siècles la tentative de l'homme qui veut essayer absolument de changer le monde, alors par la politique, par la culture, par la diplomatie, enfin, on essaie de changer le monde. Et moi j'aime l'idée de le quitter. Je trouve que c'est une bonne solution, la retraite. C'est une solution de démission, c'est une solution qui a des limites, c'est une solution qui est égoïste, mais je trouve que c'est une belle solution parce qu'elle est poétique et littéraire. On se met en retrait, on recourt aux forêts, on va dans l'ermitage, on va dans la taïga. Alors ça, je suis allé là-bas aussi pour écrire sur ces thématiques-là, et je crois que mon journal est un journal qui mêle, et là je conclus la réponse à votre question, qui mêle les genres, celui de l'observation, celui de la réflexion, et puis celui des tentatives de parler, de décrire par les actes et les faits ce qui se passe autour de vous, de décrire des scènes qui se rapportent à ces thématiques du silence, du froid, du retrait et de la solitude. Merci. Alors sur Sylvain Tesson, je précise que moi j'ai montré les livres que j'avais sur moi, qui sont des livres personnels, mais ceux qui sont les derniers parus, ce sont ceux-là. Ça aussi, c'est dans la lignée des nouvelles. Moi, personnellement, j'y sens quand même une influence russe de la forme de la nouvelle, et puis dans le contenu aussi. Il y a quand même... alors, il y a peut-être un mélange, je ne sais pas, entre Maupassant et la nouvelle russe. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est en tout cas comme ça que je le ressens, en tout cas assez souvent. Avec... et puis, sur le lac Baïkal, c'est l'exploration du lac Baïkal. Je vous signale à ce propos que juste après nous, il va y avoir une autre table ronde sur le Baïkal par la Fondation de défense du Baïkal, qui est faite par un monsieur Bouriat. Donc lui aussi, il va parler pas mal des populations autour du Baïkal, que vous avez exploré pas mal, puisque vous avez fait un tour de la Bouriatie aussi. Les Bouriats, c'est les gens qui habitent de l'autre côté du Baïkal. Leur capitale s'appelle Onalodé, et ce sont des bouddhistes avec forte empreinte chamaniste. Voilà, c'est peut-être un peu résumé, mais je pense que c'est une population très intéressante, en tout cas de la Russie. Oui, c'est la photo que vous voyez là avec les deux sidecars de marque Oural, qui sont des sidecars des années voilà, 30, et que nous avions achetés et retapés à Irkoutsk, et nous avons fait le tour du lac Baïkal par voie de glace, donc sur la glace, puisqu'il y a 1 mètre de glace entre le mois de février et le mois d'avril, qui permet de rouler, et nous étions financés
par la baronne Philippine de Rothschild. Donc nous avions 120 bouteilles de mouton cadet et quelques bouteilles de mouton Rothschild dans des caissons thermiques. Et nous buvions comme des trous toute la journée, nous n'avons pas dessoulé pendant 35 jours, ce qui n'était pas grave puisque quand on est sur la glace, on glisse. Donc de toute façon, vous avez l'impression de flotter dans une espèce de songe éveillé. Et dès que nous rencontrions des Russes, nous faisions la dégustation avec eux. Alors il fallait boire très vite parce que le vin gelait, et puis c'est pas bon, le Bordeaux très froid. Donc on a été obligé de boire vite. Et sur la terre, l'interdiction de boire une goutte d'alcool, mais sur l'eau, vous pouvez boire ce que vous voulez. c'est ça, parce que le droit russe, comme vous L'eau le savez... gelée, c'est une autoroute de l'ivresse en fait. Un peu, parce que le droit russe précise que, je crois qu'en France, il y a une permissivité de 0,5 grammes, enfin je ne sais plus combien, 25 peut-être. En Russie, c'est 0, parce que le moindre espace de permissivité, ça créerait des hécatombes, évidemment. Donc 0, mais l'eau gelée, enfin, c'est un principe juridique après, c'est-à-dire que ce qui s'applique sur la terre ne s'applique pas sur l'eau. Et un lac gelé, on a beau pouvoir rouler dessus, il échappe à la loi qui s'applique sur les routes. Du coup, on a le droit de boire quand on conduit sur les fleuves ou les lacs gelés. Il y a une célèbre histoire au Baïkal où 2 camionneurs se sont rentrés dedans alors qu'ils se voyaient à 20 km de distance et ils se regardaient comme ça, ils étaient sous, ils disaient il faut pas qu'on se télescope, il faut pas qu'on se télescope. Ils se sont tellement regardés attentivement pour ne pas se télescoper qu'ils ont fini par de rentrer dedans en vertu de ce principe qu'il suffit de désirer ne pas faire les choses pour qu'elles adviennent. Et voilà, donc voilà l'histoire de cette photo. Merci. En tout cas, vous voyez les fameux Ourals qui avaient été évoqués précédemment. Est-ce qu'on peut... Astrid, justement, je voudrais revenir à vous. Parce que bon, on a évoqué par exemple les bourriates là, mais il y a les peuples du Nord justement. Ces peuples du Nord qui sont devenus des petits peuples, qui d'ailleurs, au point de vue de l'alcool, l'alcool est un des éléments qui les ont pas mal décimés, comme les Indiens d'Amérique aussi. Il faudrait nous en parler un peu justement. Bien sûr. Non, mais quand tu parlais tout à l'heure de ces situations surréalistes, ça m'a rappelé une histoire. J'étais dans un village sur la côte arctique et il y a un monsieur qui arrive, il dit regardez, je me suis acheté une nouvelle voiture, je suis tellement fier. Alors il montre sa petite Lada qui est en fait une boîte à savon blanche, c'est un miracle qu'elle avance. Et je dis mais il n'y a pas de route, pourquoi est-ce que cet homme a une Lada alors il n'y a pas de route? Mais on lui a dit que le bonheur était dans la voiture. Alors il y a une route qui fait 1,5 km et ce monsieur il fait le route 1,5 km et il est fier, il appartient à la civilisation, c'est un nénète. Il a gagné beaucoup d'argent en coupant des bois de renne, en faisant des expéditions avec les pétroliers russes. Il s'est acheté une voiture et il l'a conduit sur 1,5 km dans la toundra. Et il est très fier. Pour lui, c'est l'accomplissement, c'est la culture. Et c'est un thème d'ailleurs dont on parle souvent avec Sylvain, la culture et la nature. C'est-à-dire le clash des civilisations, d'une civilisation qui est attachée à la terre, à l'espace infini, à la lecture des astres, à la lecture des rivières, des arbres, et des hommes du livre. Et c'est quelque chose que nous visitons souvent, ces hommes du livre qui arrivent dans la toundra, qui essaient de trouver le langage avec les hommes de la nature, et les hommes de la nature qui eux aussi dévorent des livres aussi, car les nénettes, il faut savoir, il y a des nénettes qui vivent complètement coupées du monde. Un jour, il y a un nénette qui m'a dit « Oh, ouais, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment s'appelle l'actuel tsar en règne. » 75 ans de communisme étaient complètement passés au-dessus de la tête. Donc il y a encore des nénettes qui vivent en autarcie totale, qui parlent à personne, qui ne veulent de contact avec personne. Il y a un adolescent un jour qui m'a dit « Ah, jusqu'à récemment, je pensais qu'on était tout seuls sur Terre. Qu'il n'y avait pas d'autres, il y avait notre famille, nos amis, c'est tout. » Je me souviens, j'étais dans un camion et j'avais apporté avec moi un atlas du monde avec le cercle arctique comme centre, parce que je me disais ça correspondait à leur représentation du monde. Et ces enfants n'avaient jamais été à l'école, ils avaient entendu ces mots Chine, Amérique, et là ça devenait réalité pour eux sur une carte. Beaucoup d'enfants ne vont pas à l'école. Pourquoi? Parce que les nénettes ont peur qu'ils n'en reviennent jamais. Alors, quand l'hélicoptère passe, il y a quelque chose en Russie qui s'appelle la chasse à l'élève du mois de septembre. Moi, ça me fait penser en tant que Canadienne à un Flying Yellow School Bus,
l'autobus jaune, vous savez, qui va chercher les enfants, mais là c'est un hélicoptère au mois de septembre, avec les professeurs. Ils parcourent la toundra et ils vont chercher les élèves dans les tchoum, ces tentes coniques. Ils savent exactement où ils habitent. Il y a des enfants qui disparaissent. Ils ne veulent pas y aller. Il y a des enfants qui cachent, des parents qui cachent leurs enfants. Et d'ailleurs, je me demande parfois si ce déchirement, parce que c'est vraiment un moment très fort, ces enfants qui n'ont jamais été dans un village, qui sont arrivés dans la toundra, de les déraciner, de les plonger comme ça dans un village où souvent il y a beaucoup d'alcooliques, où règne la misère, où il y a un contraste très fort entre l'harmonie, la vie saine et forte de la toundra et la décrépitude, la misère, la tristesse et le désespoir qui règnent dans ces villages. Et donc ces enfants sont arrachés à leur famille, ils habitent dans des internats jusqu'au mois de septembre, pendant 9 mois. Et tout ça pourquoi? Pour avoir une éducation. Leur mère pense qu'ils ont peut-être une meilleure chance de survivre, mais en fait les nénesses aujourd'hui sont en train de comprendre que la Russie actuelle, en fait, leur offre peu d'opportunités, qu'ils sont bien mieux dans la toundra. Donc il y a aussi des parents qui se disent « ça ne sert à rien d'envoyer mes enfants à l'école, puisque de toute façon je voudrais qu'ils restent dans la toundra ». Car le Nénetz pense qu'il est sur Terre pour élever des reines. Et ils sont encore comme ça aujourd'hui, ce qui est un miracle. Et une des raisons pour lesquelles je suis allée là-bas, c'était d'essayer de comprendre pourquoi les Nénetz ont préservé leur mode de vie ancestral, d'éleveurs de rennes. Ils parcourent comme ça la toundra, parfois ils font jusqu'à 1000 km par an. Ils suivent en fait le cours de migration naturelle du renne. Donc le nomadisme, c'est constamment suivre son troupeau qui lui part à la recherche de nouvelles pâtures. Donc c'est une course qui est réglée par les astres, par les saisons. Et ces peuples vivent comme il y a 1000 ans, mais ont aussi évolué avec le temps. Mais pour moi, c'était un miracle qu'ils aient réussi à trouver un certain équilibre entre le monde moderne d'aujourd'hui et leurs croyances ancestrales, leur mode de vie traditionnel. Et donc pourquoi est-ce que les Inuits, par exemple au Canada, les Inuits au Groenland, sont sédentarisés, sont coupés de ce monde? Je pense qu'il y a aussi la précarité de la Russie d'aujourd'hui qui n'attire pas beaucoup de Nénetz, si vous voulez. Quand vous voyez les villes, ces villages remplis d'alcooliques, de gens à la dérive, le Nénetz qui arrive là-dedans, il se dit « j'ai pas envie de vivre là-bas, je suis bien mieux dans ma toundra ». Donc je pense que c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles les Nénetz aujourd'hui sont quand même ont mieux préservé leur mode de vie traditionnel. Et puis il y a aussi le fait que je pense qu'il y a un pacte qui a été un pacte non dit entre les grands industriels du gaz et les Nénetz, car les Nénetz les ont aidés à prospecter, à trouver des gisements de gaz. Et en échange, les industriels du gaz leur ont construit des écoles, etc., des magasins pour qu'ils puissent faire des provisions. Et donc il y a aussi un soutien mutuel entre industriels, qui sont aussi en fait les colonisateurs de la Sibérie, et les Nénetz. Mais la Sibérie est en train de changer très très vite. Moi j'ai vu des villes qui ont poussé en 6 ans, qui sont devenues en fait des Dallas, où il y a une prospérité incroyable, et donc les Nénetz bénéficient aussi de cette nouvelle prospérité. Il y a une ville qui s'appelle Salehard, qui il y a 10 ans était composée de petites maisons d'Isba en bois, en rondins de bois, et aujourd'hui il y a des tours de verre, des Mercedes à chaque coin de rue, des restaurants très chics et gastronomiques français en plein milieu de la toundra. Car il faut savoir qu'il y a 70 ans, les premiers colonisateurs de cette terre, c'était les prisonniers du Goulag, c'était les prisonniers que l'on avait envoyés pour prospecter le charbon. Et ma première impression, quand je suis arrivée là-bas à Vorkuta en 2001, c'était comment est-ce que c'est possible que les Russes aient choisi de planter des fils barbelés, d'implanter le plus grand système d'incarcération que le XXe siècle ait connu, précisément dans la terre des Nénetz, là où il n'existe pas de frontières. Là où il n'y a de maître que les saisons, que le temps, où le monde vit totalement en décalage. Et donc les premiers colonisateurs de cette terre, c'était les prisonniers du Goulag, qui d'ailleurs parfois ont trouvé refuge chez des Nénetz.
Et il y a beaucoup d'histoires, d'anecdotes à raconter là-dessus. Mais moi aussi, je peux être bavarde, je ne veux pas parler pendant très longtemps. Mais je pense que Sylvain et moi, nous avons tous les deux exploré une relation au temps qui s'arrête, au temps que nous souhaitons d'ailleurs arrêter et contempler, et de s'ouvrir aux autres. Parce que Sylvain, quand il voyage, il a une introspection, mais il rencontre aussi beaucoup de gens, et il fait de très très belles rencontres. Et les Russes nous ont appris, je pense aussi à tous les deux, à regarder le monde autrement, parce que c'est peut-être l'un des seuls peuples où on vit constamment des contrastes, des sentiments contraires, où on découvre une autre complexité du monde, où on regarde le monde à travers un autre prisme. Et je pense que tous les deux, nous nous nourrissons de cela, de cette complexité à la fois, de cette sincérité, de cette authenticité. Je pense que tous les deux, nous allons chercher en Russie. Non, tu es pas d'accord? Si, sur la question des gens et de la société dans laquelle on plonge et qu'on découvre, moi j'ai une toute petite chose à dire très courte, c'est que j'ai été très frappé par c'est pas un vers, c'est une phrase de Rainer Maria Rilke dans une de ses lettres. C'est pas dans les lettres à un jeune poète, mais c'est dans une lettre qu'il envoie à l'un de ses correspondants, et il écrit que ma patrie, soit la Russie, est une des mystérieuses certitudes dont je vis, alors qu'il est autrichien. Et il dit ça, et il y a beaucoup de voyageurs à qui c'est arrivé un jour de descendre de la passerelle de l'avion et d'avoir l'impression non pas de découvrir un pays, mais de le reconnaître, comme si une chose un peu mystérieuse et irrationnelle vous liait à ce pays et vous enracinait dans la réalité de ce pays, alors que rien ne vous prédispose à vous sentir de ce pays. Et moi j'ai ressenti ça avec la Russie, dès les premiers jours où je suis arrivé. Et depuis, ça fait 20 ans que j'essaie de formuler, de comprendre pourquoi je sens cette attirance profonde pour ce peuple. Alors pour le territoire, je crois que je l'ai expliqué avec cette histoire de l'immensité et puis de la sauvagerie des espaces. Mais pour le peuple, je me sens profondément chez moi. Et nous sommes une petite confrérie d'ailleurs d'amis, avec Astrid, dont Astrid fait partie, et qui sont de jeunes Français de 30, 40 ans, 20 ans, qui ont décidé parfois de s'installer en Russie parce qu'ils étaient lassés d'un certain nombre de choses qui leur semblaient les étouffer en Europe occidentale. Et ils semblaient trouver en Russie une vérité qui correspondait mieux à leur être. Je pense notamment à un jeune garçon qui s'appelle Cédric Gras, qui est un géographe, qui va sortir dans un mois un livre chez Phébus qui s'appelle Vladivostok, neige et mousson, très beau livre dont j'ai lu les épreuves et qui explique parfaitement cette attirance bizarre que peut avoir un jeune Français du XXIe siècle pour la Russie. Et il met des mots très précis sur cette attraction et sur ces liens que l'on jette avec un pays. Alors qu'il n'a aucune espèce d'attache familiale avec ce pays. Alors parmi toutes ces raisons que moi j'ai réussi à identifier, il y en a une qui me semble certaine et qu'Astrid évoquait, c'est qu'il y a en Russie une espèce de, malgré toute la difficulté de la vie, malgré tous les tourments de l'histoire, malgré toute la rugosité de la géographie, malgré tout ce qu'on sait, il y a une espèce de simplicité dans la vie. Voilà, on vit la vie telle qu'elle vient, au moment où elle vient, jour après jour, alors dans sa fatalité, dans sa difficulté, mais aussi dans sa joie. Et il y a des rapports humains qui sont parfois très violents. Je ne suis pas du tout en train d'idéaliser la société russe, mais qui probablement ont davantage de simplicité que chez nous. Et pour une raison d'ailleurs qui tient sans doute au fait que notre société procède de milliers d'années d'étiquettes, de classe sociale, de répartition sociale de la société, administrative, culturelle, historique, régionale. Enfin, nous sommes des pays très compliqués où évidemment les rapports humains sont pollués par toutes sortes de codes et d'étiquettes qu'il faut maîtriser afin de pouvoir s'en servir. Et il y a en Russie, me semble-t-il, enfin, c'est ce que je ressens, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, une espèce de facilité du premier contact qui, moi, m'enchante beaucoup et me rend la vie là-bas très agréable. Alors que parfois, je sais qu'elle peut sembler très rugueuse à beaucoup de gens. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il y a à l'égard de l'avenir quelque chose qui me semble moins méfiant que chez nous. D'autant plus qu'on sait, depuis ce fameux sondage Gallup-BVA, vous avez vu il y a quelques semaines que les Français sont les champions du pessimisme. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes évidemment, nous avons peur. Nous avons peur de l'avenir. Nous avons peur de demain.
Et il y a dans le mépris des Russes pour le lendemain quelque chose qui m'enchante. Voilà, vous savez qu'il y a un mot russe qui est intraduisible en français et pour cause, et qui s'appelle le pofitisme, qui est cette espèce de je m'en foutisme un peu philosophique, de fatalisme, voilà, de toute façon les choses adviennent parce qu'elles adviennent. En même temps c'est une idée qui est vieille comme le monde, c'est l'idée des stoïciens, les choses doivent advenir, donc à quoi ça sert de s'y opposer, il faut mépriser l'avenir, s'intéresser au passé et être galvanisé par le moment présent. C'est quelque chose que moi j'arrive très fort à faire quand je suis en Russie, à ne m'intéresser qu'à l'espace, qu'à l'intervalle de vie de la journée. Et c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire en France où on est tellement préoccupé par l'avenir, préoccupé par la prévoyance, par l'assurance qu'on aura les retraites, l'assurance qu'on sera couvert, la certitude que le moindre acte qu'on fera sera garanti et qu'il y aura un responsable, éventuellement un coupable, et qu'il y aura une manière de désigner quelqu'un comme le responsable de toutes les actions qu'on fera. Et il y a dans la faculté des Russes à faire n'importe quoi, en sachant très bien que de toute façon, on verra, посмотрим, завтра будет завтра. Il y a quelque chose, moi, qui m'enchante, parce que je trouve là qu'il y a quelque chose qui me paraît plus esthétique qu'une vie préoccupée uniquement par l'inquiétude de l'avenir. Je peux vous dire que pour organiser un festival comme Roussenko, cette caractéristique des Russes, ça ne facilite pas les choses. J'imagine. Non mais c'est vrai que... Il faut que vous fassiez quelque chose sur la littérature suisse, suisse-allemande. Là, si on est une minute en retard, ça risque de poser des problèmes. Bon, oui, je voulais juste... Oui, allons-y, on va passer des questions. Vas-y, Marc. Alors, je voulais simplement, sur les nénettes, je voulais demander une petite précision à Astrid. Enfin, précision, parce que justement, elle a parlé de cette... il y a deux aspects que je voulais voir. C'était justement cette politique des gros exploitants gaziers et pétroliers, en fait, hein, parce qu'avec les Khanté-Mansi, c'est un peu ça aussi. C'est assez original comme façon, ce qu'ils ont agi avec eux, je trouve, moi, de cette grosse puissance qu'on aurait pu penser qu'ils allaient écraser complètement cette population en voulant les intégrer. Et en fait, ils ont joué leur vie traditionnelle en la facilitant, en établissant des étapes où ils puissent se ravitailler, où ils puissent... ce dont ils avaient besoin, justement. Ça, c'est quand même une démarche que moi, je trouve assez originale. Hein. Et puis, deuxièmement, l'aspect, justement, de la nature, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avec la fin du régime soviétique, on a beaucoup parlé du fait que les répressions religieuses contre les grandes églises, notamment contre l'église orthodoxe, se sont levées, et puis qu'au contraire, évidemment, ces églises se sont développées, mais on oublie un petit peu le domaine de ces peuples du Nord, où le chamanisme était encore très vivant, et qui est en fait en plus un peu à la mode ici depuis une dizaine d'années, ou un peu plus. Et la renaissance du chamanisme me paraît aussi quelque chose d'intéressant. Alors on a ça chez les Yakoutes, évidemment, puisque le grand chaman, il est encore chez les Yakoutes, mais les nénettes, ils ont les leurs, quand même. Oui, alors donc, sur le premier point sur le gaz, en fait, moi je suis assez optimiste, même si, évidemment, l'exploration du gaz veut dire aussi qu'il y a des fuites, qu'il y a des pollutions, qu'il y a des chemins de fer, des routes, que la toundra est abîmée. Donc il y a aussi évidemment tout le revers de la médaille qui fait que bon, ils en souffrent aussi. Mais je pense souvent à cette phrase du président de l'association des éleveurs de rennes du Yamal, qui un jour m'a dit « Bah, les Russes, ils viendront, et encore de plus en plus nombreux, mais qu'ils viennent forer le gaz et le pétrole. Mais dans quelques années, dans 50 ans, dans 100 ans, quand il n'y aura plus de gaz et de pétrole, ils partiront, mais nous serons toujours là. » Donc j'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle montre leur relation au temps. C'est-à-dire ce ne sont que des visiteurs. Nous avons toujours été là. Bon, ils sont là en ce moment, mais bon, quand il n'y aura plus, ils partiront. Et puis les nénettes ils ont une représentation verticale de l'univers, du monde. Tout ce qui est bon vient du haut et tout ce qui est mauvais vient du bas. Et donc de voir Gazprom comme ça sucer, forer la terre, c'est faire remonter à la surface des maux, des maladies
car le monde est divisé en deux. Il y a le monde Nga et les 7 ciels du haut, et le monde de Noum, les 7 ciels du haut, le Noum qui est le dieu bénéfique, et Nga, le dieu maléfique, qui règne sur les 7 sous-sols. Et donc tout ce qui est mauvais vient du bas, et ils ont une association avec le gaz assez particulière, parce que ils se disent, voilà, regardez, ils sont en train de forer la terre qui est sacrée. Chez les Nénètes, la terre n'appartient à personne, c'est un espace ouvert, c'est un espace libre. D'ailleurs, les Inuits du Canada ont importé cette notion de propriété de l'Europe, parce que les autochtones ne se disent pas, cette terre m'appartient. Pourquoi est-ce qu'elle m'appartiendrait? Mes ancêtres l'ont foulée depuis des siècles, et ma descendance aussi. Donc, pour en revenir au chamanisme, il y reste encore quelques chamans, mais la plupart ont été fusillés dans les années 30 et 40, car les chamans représentaient une menace à l'autorité des soviétiques, puisque c'était le guérisseur, c'est aussi la mémoire, le chaman chez les Nénètes, c'est celui qui se souvient, celui qui sait et qui saura aussi, qui prédit l'avenir. C'est le recueil, il a en mémoire toute l'histoire d'un peuple, d'une tribu, c'est la référence, et c'est aussi quelqu'un qui aide les hommes à se débarrasser de maux, et ils ont chacun des esprits, des méthodes différentes. Il y a les chamans du monde du haut d'ailleurs, les chamans du monde du bas, mais de vrais chamans, il n'en reste presque plus, parce que les maîtres sont morts, et avec eux sont partis tous ces secrets précieux, ces formations. Mais moi j'ai rencontré Vassili, dont le père était chaman, et il était mort à 102 ans. Il était né à moitié paraplégique, et à 31 ans il pouvait marcher, dit son fils. Et son fils me dit, de mon père il ne me reste presque plus rien, il ne me reste plus que ses contes. Car mon père était un grand conteur. Vous savez, les Nénètes, c'est pas l'histoire écrite, c'est l'histoire orale. Et quand un bébé naît, sa mère lui écrit une chanson, enfin, lui crée une chanson, et sa chanson deviendra son identité et son conte personnel. Et avec les années, son histoire s'enrichit. Voilà, je suis allée loin chercher ma femme dans une autre tribu, etc. Et chacun passe des soirées à raconter des contes. Et il faisait aussi des concours de celui qui pouvait tenir le plus longtemps sans dormir. Alors, il y avait des reines en jeu, et il gagnait 1, 2, 3, 4 reines, et ce monsieur qui était chaman était les champions du conte, qui pouvait pendant une semaine non-stop raconter des histoires. Et donc ce Vassili, non, il n'y a pas une photo de lui, mais j'en parle dans le livre, il me dit, tu sais par exemple, est-ce que tu connais la légende du moustique? Ah non, je ne connais pas la légende du moustique, parce que vous savez, dans la toundra, bon, c'est vrai que c'est un... Tu as participé au concours de contes? Non. Mais dans la toundra est un monde merveilleux, mais aussi infesté de moustiques au mois de juillet, tellement qu'on ne peut pas respirer. Vraiment, on a des nuages de moustiques, donc il faut des moustiquaires. Et c'est une très très belle histoire, très courte, que j'aimerais partager avec vous. Donc c'est Vassili qui me l'a raconté. Donc ce fils de chaman, il me dit, voilà, un jour, un chasseur revenait d'une semaine, il est allé à la chasse à l'oie, il est assis sur son traîneau, et comme ça il file à travers la toundra, et tout d'un coup une femme esprit s'assied à côté de lui et lui dit, ah, ça fait longtemps que je t'observe, tu me plais beaucoup, laisse-moi m'asseoir à côté de toi, laisse-moi te regarder. Et le chasseur la regarde, qui êtes-vous? Allez-vous-en, j'ai une femme qui m'attend, allez-vous-en. Non, ne t'effraie pas, je ne te veux que du bien. Va-t'en. Et donc la femme esprit disparaît. L'homme continue, poursuit sa route, et puis elle réapparaît à côté de lui sur son traîneau. Va-t'en, je t'ai dit, va-t'en. Mais non, mais je t'aime, tu es l'homme que je regarde, que j'admire, que j'ai toujours cherché. Laisse-moi vivre à tes côtés, Et le chasseur la pousse. Il se dit, mais je ne vais jamais pouvoir m'en débarrasser. Alors, elle se dit, bon, je vais m'arrêter et je vais régler
je vais me débarrasser de cette femme. Alors il s'arrête, et il fait un feu, et il fait du thé. La femme s'approche de lui pour l'embrasser. Il la prend, il la saisit, il la jette dans les flammes, et la femme esprit se transforme en cendre, se transforme en petit moustique. Et les moustiques et les femmes continuent encore aujourd'hui de se manger des œufs. Voilà, cette légende. Sylvain, as-tu des choses? Vous avez peut-être des questions? Une question, voilà, au fond de la... C'est pas tout à fait une question. Je me permettrai de joindre mon modeste témoignage au vôtre. Depuis 1992, nous échangeons avec Irkoutsk et la région du Baïkal. Et vous avez raison, nous y sentons étrangement comme chez nous. D'autant plus qu'Irkoutsk, vous le savez, Irkoutsk est un foyer actif de la francophonie. Et je voulais signaler une des perles du Baïkal, qui est l'île d'Olkhon. Et dans cette île d'Olkhon, nous avons un ami qui a une auberge, vous devez la connaître, et qui est francophone et francophile, et qui a installé désormais une sorte de petit musée de la France, tout comme dans le collège de Pougir. Nous y avons installé aussi, grâce au concours de Tatiana Golobokova, qui est l'enseignante, un petit centre culturel français. Donc, désormais, ceux qui iraient voyager là-bas et qui iraient sur l'île d'Olkhon pourraient avoir ce plaisir. Je signale aussi, pour ceux qui aiment voyager, que tous les ans, notre association organise un voyage hivernal à Irkoutsk, sur l'île d'Olkhon. On tâche d'associer effectivement la vie chez l'habitant et l'aventure. Bien sûr, ce n'est pas la dimension des vôtres, mais déjà les 300 km en aéroglisseur sur la glace du Baïkal, un bivouac sur le lac gelé et une séance de pêche à travers de la glace, valent la peine. Et dans 15 jours, il y a 15 Français qui vont donc partir à la découverte du Baïkal et de l'île d'Olkhon. Et lors de chaque séjour que nous organisons, il y a un accueil dans un village courien et une initiation bien sûr au nomadisme pastoral et aussi une rencontre avec un chaman qui parle finalement des traditions chamaniques. C'est une association qui se trouve dans le Chablais, Heure-Quasi, à Évian, et qui fait partie de l'Union des associations France-Russie. Oui. Je me pose une question. Une telle multitude de voyages me fait poser cette question. Ces voyages, ils se préparent ou ils sont liés au hasard? Genre, pourquoi pas? On a une moto, pourquoi pas faire un tour autour du lac? Je voulais savoir. La préparation ou le hasard? Moi, je pense que c'est une question fondamentale parce que l'aventure, c'est précisément l'acceptation de l'imprévu. Et si on prépare trop, on tue la possibilité que des choses imprévues vous sautent au visage et jaillissent sous vos pas. Alors, je vais vous répondre vraiment précisément pour moi. Moi, il se trouve que la préparation de mes voyages, c'est une préparation d'ordre livresque, littéraire. C'est-à-dire que quand j'ai une idée de voyage, par exemple, quand j'ai décidé de partir sur les pas des évadés du Goulag en marchant pendant 6000 km de la Yakoutie à l'Inde, je me suis beaucoup renseigné sur l'histoire, sur la géographie. J'ai lu des livres. Mais ensuite, la préparation technique, elle m'a pris 2 semaines. J'ai acheté un sac, j'ai mis 5 kilos d'affaires dedans, j'ai acheté un GPS, et puis j'ai pris un ticket de train pour Nyerongri, au-delà du Baïkal, et puis je suis monté en voiture à Yakoutsk. Puis à Yakoutsk, j'ai bouclé mon sac, et puis je suis parti tout droit vers le sud. Et le premier matin, je ne savais pas où j'allais dormir le premier soir. C'était donc l'aventure. Donc si vous voulez, là, il y a une préparation qui est la préparation du contexte, qui est très préparée, mais ensuite, bien sûr, il n'y a aucune autre forme de préparation. Oui, éventuellement mentale, un peu culturelle, peut-être un peu physique, mais la pratique non, parce que il s'agit de voyages dont
qui logistiquement est... Le visa accessible. oui, voilà. Ça, c'est главный problème. Là, c'est la grande Voilà, incertitude. ça, c'est le grand problème. Il n'est pas tant que en fait, nous on a tellement l'impression d'être pris par des trucs très terre à terre. En France, vous avez dit que ça a organisé un minimum. Et est-ce que ces trucs terre à terre, quand même, ça doit vous demander. Ou alors vous avez tellement l'habitude. En fait, ce qu'on apprend en voyageant en Russie, c'est justement d'accepter de ne pas savoir. Parce que souvent, l'issue d'un voyage ou d'une prochaine destination dépend de gens qui ne vous répondent pas, qui ont disparu, qui vous ont tout promis et puis qui vous donnent rien. Et donc, c'est sans cesse se débrouiller. Et moi, en fait, j'aime beaucoup ça. Donc, effectivement, on prend avec soi le minimum. Moi, je prends toujours mon maquillage, d'ailleurs, quand je vais dans la toundra. Ces femmes, je trouve très belles. Mes premiers voyages, je souffrais beaucoup parce que je me sentais comme un sac de pommes de terre à côté. Et donc, elles étaient tellement élégantes, tellement belles que maintenant, je me maquillais tous les matins, j'avais mon gloss, surtout quand je marchais seule. Enfin, donc, c'était toute une approche au voyage, mais qui est aussi donc de se laisser aussi porter. Je pense qu'on va chercher ça aussi dans ces voyages, qu'on ne peut pas vivre ici dans son quotidien, c'est de vraiment se laisser porter par le vent, et de se sentir léger. Donc il faut emporter le moins possible avec soi, pour ne pas avoir à traîner, à porter. Côté administratif, du style le courrier qu'on recevait en France, les trucs des villes. Non mais justement, on coupe tout ça, tout ça, c'est l'assurance. Tout ça, mais qui continue d'exister en fait quand même, j'imagine, pour vous. Non, mais alors oui, bien évidemment, c'est évident qu'on ne rompt pas complètement les amarres, puisque on a, enfin, en tout cas pour moi, j'ai choisi une vie qui est une vie de battement, de balancement entre des voyages et puis une vie parisienne qui est tout à fait normale et qui est réglée et réglementée. Mais enfin, plus ou moins, mais un peu approximatif quand même. Enfin bref, j'ai quand même un appartement, tout ça, donc vous avez tout à fait raison. J'assure mes arrières, j'ai un port d'attache. Je ne suis pas un vrai nomade, j'ai un port d'attache et je ne fais que des navigations en revenant à mon port d'attache. Enfin, tout ça, c'est quand même pas très compliqué d'organiser quelqu'un qui vient vous relever le courrier tous les 15 jours. Enfin, c'est pas vraiment le problème. Il n'y a pas de problème pour voyager et partir 6 mois dans la steppe. Il n'y a que des excuses pour pas le faire. Mais quand on a véritablement la volonté, et qu'on peut, évidemment, pendant 6 mois, en sachant qu'on retrouvera son travail, etc., après, la préparation technique dont vous parliez est pratique. Si jamais il s'agit d'un voyage à pied, ou à cheval, ou à bicyclette, ou en canot, elle est franchement nulle. Enfin, il s'agit juste de... Vous connaissez la phrase d'Alexandra David-Nel, qui était cette voyageuse qui est partie traverser le Tibet, et qui disait « Une fois en route, tout se simplifie ». Et c'est tout à fait vrai. Moi, j'ai traversé l'Asie centrale à cheval pendant 6 mois, au départ de Alma-Ata jusqu'à la mer d'Aral, en passant par le Tadjikistan et l'Ouzbékistan. Et je n'avais comme expérience du cheval que d'avoir monté souvent, mais à Rambouillet, dans un manège, où il devait tenir bien droit, avec une bombe sur la tête et une veste en cachemire. Enfin, ça n'avait absolument rien à voir avec le voyage à cheval dans les steppes. Et vous changez de faire des choses, c'est ça qui m'avait pas J'ai appris en fait, j'ai appris à ferrer. C'est excellent quand on dit... On apprend vraiment, c'est ça qui est fantastique. Et en fait, la seule école véritable du voyage, c'est qu'elle vous apprend ça, à ne plus jamais vous inquiéter. On revient à ce que je disais tout à l'heure à propos de cette espèce d'indifférence face à l'avenir. La véritable leçon du voyage, c'est qu'elle vous apprend véritablement à vous jeter confiant dans la gueule du monde et en sachant que en fait, les choses sont toujours moins pires qu'elles ne paraissent quand on est en voyage. Est-ce que vous avez d'autres questions ou remarques? Vous partez souvent en Russie, mais vous revenez à chaque fois, donc est-ce qu'il y a quelque chose qui vous manque en Russie de la France ou pas? Mais le problème, c'est que moi j'ai une vie très riche sur le plan des gens en France. Je quitte beaucoup de monde quand je pars. J'ai une famille, j'ai pas une descendance, mais une ascendance, j'ai une fratrie, puis j'ai beaucoup d'amis, et puis j'ai des activités ici. Donc en fait, les voyages sont effectivement des allers-retours. Et en fait, moi je vis beaucoup selon l'espèce de principe de l'insatisfaction permanente, qui est quand même un des grands ressorts de l'âme humaine, et qui consiste à faire que quand je suis en Russie, je suis très content de rentrer, puis quand je suis en France, je ne pense plus qu'à la Russie. Et moi je vis avec cette espèce de brûlure intérieure qui fait que j'ai besoin tout le temps du mouvement, et le mouvement est ma nature. Et
C'est pour ça que je me reconnais tellement dans l'aventure des pique-niques, et quand vous lisez Jacques Kerouac sur la route, et quand Jacques Kerouac dit notre véritable nature c'est le mouvement, et quand il passe son temps à aller de l'une extrémité à l'autre des États-Unis comme un fou furieux, avec sa vieille voiture, et sitôt atteint l'océan Atlantique, il rebrousse chemin pour arriver à l'océan Pacifique, et sitôt atteint l'océan Pacifique, il rebrousse chemin pour retraverser le continent dans l'autre sens. Je comprends très bien, moi, cette espèce de fièvre qui ne s'apaise que dans le défilement, que dans le mouvement, que dans le voyage. Ces gens qui mettent un point final à leur angoisse quand ils sont dans les terminales des aéroports, parce qu'enfin ils savent qu'ils vont partir. C'est quelque chose de terrible, je sais bien que ce n'est pas recommandable, mais c'est souvent quand même le moteur non avoué d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui l'avouent, des voyageurs. C'est que la raison du voyage, c'est que tout d'un coup on se sent bien quand on est dans le mouvement. Donc moi j'ai besoin de ces allers-retours. J'ai fait cette petite parenthèse de 6 mois dans une cabane où j'ai trouvé la paix, et enfin ça n'était jamais que 6 mois, mais c'est vrai que j'ai atteint là un bonheur absolument parfait, mais j'ai besoin du balancement, et un jour peut-être atteindre là. Qu'est-ce que c'est que la véritable sagesse? C'est de désirer ce que l'on possède déjà, c'est de s'asseoir près d'un arbre, de fermer les yeux et d'accéder au grand sourire, mais dans ce cas-là c'est qu'on est devenu le Bouddha. C'est loin d'être mon cas. Moi, quand je vois un arbre, je grimpe dedans. Je me dis tiens, où vais-je aller après? Oui, et je voudrais aussi rebondir sur ce que tu disais. Moi, je suis allée chercher des connaissances, je suis allée apprendre des choses là-haut dans le Grand Nord. Et ces femmes, par exemple, ces nénettes qui vivent dans la toundra, évidemment, au début, quand on arrive, c'est très exotique et on a tendance à idéaliser. Ah, c'est merveilleux, ils vivent avec la nature, etc., etc. Je peux vous dire qu'au bout de 2-3 semaines, je me dis, mais comment elles font pour vivre comme ça toute l'année, tout le temps, à démonter, remonter le choum, sans cesse nomadiser, sans cesse se lever très tôt, se coucher très tard, s'occuper de tout, d'aller chercher de l'eau glacée. Elles ont les mains rouges, même si elles ont la peau comme du cuir, épaisse. Ces femmes vont chercher de l'eau gelée, elles vont couper du bois, elles tannent des pots, elles dépaissent les rennes, elles élèvent les enfants, elles font tout. Les hommes, eux, qui passent des 24 heures, parce que les hommes du clan se relaient pour garder les rennes, ils sont là grelottants sous la pluie à veiller, parce qu'il y a des loups et des ours, donc ils passent 24 heures et ils se relaient toutes les 24 heures avec des brefs voyages dans le clan pour boire un peu de thé et se sustenter. Mais donc c'était quelque chose que j'avais trouvé difficile au début. C'était moi, mon impression honnête, c'était de l'admiration, et je sentais aussi que j'allais en erreur parce que j'idéalisais. Mais on a envie d'idéaliser parce que c'est tellement impressionnant. Mais il y a aussi cette réalité où là, j'essaye, moi, de me ressaisir et de me dire, oui, mais attention, Astrid, toi, tu sais que tu pars. Eux, ils restent. Et quand on écrit, c'est d'essayer justement de changer son prisme à travers lequel on regarde le monde. Est-ce que, là, je vous raconte la toundra en tant que franco-canadienne vivant à Paris, ou est-ce que je vous raconte la toundra à travers les yeux de ces gens qui vivent dans la toundra? Et c'est ce double regard, je pense, qui nourrit une discussion très intéressante quand on voyage. Et je pense que Sylvain est d'accord, il a dû voir des choses incroyables, et au premier abord, c'est merveilleux, et puis après, oui, mais quand il est chez lui à Paris, il dit mais quand même j'idéalisais, je suis content de plus y être. Enfin, il y a un peu aussi ce côté-là du voyage. Mais justement, peut-être pour prolonger ce que vous dites, et pour jouer un peu les rabat-joie, même si que la Sibérie est rien. Mais pourquoi vous allez là-bas? Pourquoi vous aimez aller là-bas? Et je me dis, si vous revenez d'Yakout, finalement, qu'est-ce que vous trouvez bien là-bas? Alors, il y a deux possibilités. Est-ce que c'est l'exotisme? C'est-à-dire, c'est quoi une ville dans une cité du Grand Nord et qui fonctionne? Donc, est-ce que c'est cette donnée d'exotisme? Est-ce qu'il y a d'autres éléments? Qu'est-ce que vous trouvez là-bas qui vous satisfait à ce point? Alors moi j'ai déjà un petit peu répondu à cette question en parlant de cette espèce de facilité que je trouvais dans le commerce que les gens entretiennent les uns avec les autres,
je vais pas revenir là-dessus. Il y a effectivement également, en tant que géographe amoureux des espaces, ce sentiment d'avoir là-bas à ma disposition un espace d'aventure que je n'ai plus en Europe occidentale, ou même la haute montagne ici, parce que moi je fais un peu d'alpinisme, est un endroit qui est extrêmement aujourd'hui balisé, avec des parois qui sont toutes répertoriées, équipées, etc. Alors ça c'est la première chose. Ensuite, finalement la question que vous posez, c'est une question fondamentale sur pourquoi voyage-t-on. Alors moi c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question pour la raison que je disais tout à l'heure, que c'est davantage le voyage, la réponse avec une espèce de fièvre intérieure qui fait que je ne suis pas capable de faire autre chose que quelque chose qui participerait d'une analyse bien profonde, de raison qui me pousserait à faire le voyage, si vous voulez. Vous savez, c'est la fameuse phrase de cet alpiniste qui s'appelait Georges Mallory, à qui on demandait pourquoi est-ce que vous grimpez en haut du Mont Everest, qu'est-ce que vous trouvez là-bas, et il lui répondait parce qu'il est là. Voilà, et je trouve que c'est une réponse qui ressemble un peu à une pirouette, mais très profonde, parce que c'est simplement que voilà, le monde est là, avec sa beauté, avec son immensité, avec sa laideur aussi, et ses tragédies, mais il est là, et il y a des gens qui l'appellent, et puis d'autres qui ne l'appellent pas. Alors vous parliez de l'exotisme. L'exotisme, il faudrait définir ce que c'est que l'exotisme. L'exotisme, c'est l'image que l'on se fait de quelque chose, mais une image assez pittoresque, une image assez épicée, assez acidulée. Il me semble que quand on arrive à Yakoutsk, à 4 h du matin sur le tarmac de l'aéroport et qu'il fait moins 46 et que là vous regrettez d'être parti de Paris en chemise de coton, on n'est pas exactement dans les ressorts qu'on entend par exotisme. On est plutôt dans quelque chose qui paraît très hostile. Bon, alors en l'occurrence, moi j'y allais pour faire un reportage. Et là, c'est le deuxième élément de ma réponse, c'est que moi en fait, je n'ai pas beaucoup parlé de ça, mais ma vie, c'est mon activité principale, moi c'est l'écriture. Et c'est vrai que je pars maintenant beaucoup voyager, parce que je trouve dans les expériences que je fais l'alimentation de mon inspiration en fait. Et j'écris des nouvelles en pensant à des situations que j'ai vécues, aux paysages que j'ai vus. J'écris des essais en parlant de ces thèmes que je déroulais tout à l'heure. Et j'écris des récits pour raconter des voyages qui permettent de sortir de cet espace un peu étriqué qui maintenant m'étouffe un peu en Europe occidentale. Et puis parce que je vis des expériences amusantes, et puis parce que je parle de ces traversée aventureuse de grands espaces. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais c'est pour toutes ces raisons-là, je ne vais pas tarder à partir. D'ailleurs, il va quitter cette salle. Et pourquoi pas l'immensité des déserts africains? Je trouve une correspondance entre cette recherche de l'immensité, de l'intériorité. Voilà, pourquoi ce choix? Ah mais alors ça, je peux vous répondre moi extrêmement précisément pour le coup à cette question, beaucoup plus précisément qu'à la question pourquoi voyagez-vous. La question pourquoi là-bas, c'est tout simplement, je crois qu'il en va avec les paysages, avec les écosystèmes, avec les géographies exactement comme il en va avec les aliments, avec les tableaux, avec les écoles de peinture, avec les musiques. Vous avez des gens qui n'aiment que les aubergines et la peinture de Rubin, et puis d'autres qui n'aiment que les fraises tagada et la techno. Moi je suis plus du côté de ceux qui aiment les forêts de feuillus, humides, compris grosso modo entre le 50e parallèle et le 60e parallèle de latitude nord. Voilà, ça c'est mon milieu, c'est le milieu dans lequel je me sens comme un poisson dans l'eau. Et je comprends évidemment tout à fait qu'il y a des gens qui se sentent absolument bien dans les déserts. D'ailleurs ça m'est arrivé, l'année dernière je suis allé ouvrir des voies d'escalade avec un alpiniste dans le massif du Hogar. J'ai été absolument ébloui par l'austérité, la sévérité, la grandeur et la beauté du massif du Hogar algérien. Il m'est arrivé d'aller en Libye, il m'est arrivé d'aller au Niger, pour des tas de raisons, et de bien connaître les déserts. Mais j'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça intéressant, j'ai trouvé ça magnifique, j'ai trouvé que les Touaregs étaient un grand peuple, j'ai trouvé que leur nomadisme s'exprimait de manière extrêmement noble et esthétique, j'ai trouvé qu'il y avait chez eux une force de caractère, enfin j'ai trouvé des tas de choses, mais je ne me suis pas senti là-bas comme chez moi. Et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, au principe qu'il y a parfois des espèces de correspondances qui se tissent entre le cœur des êtres et une région, et qui échappent à la raison, et qui échappent à l'explication, et qui sont totalement mystérieuses. Et voilà, donc tout ça sont des questions auxquelles j'ai beaucoup de mal à répondre. Moi je pense en fait, comme les nénettes, nous avons tous des lieux sacrés. Nous avons tous chacun des lieux où on se ressource, des lieux qui vous parlent. Et je pense que Sylvain et moi, tous les deux, nous aussi, nous croyons au génie des lieux. Les lieux ont une âme, ont des esprits, quelque chose qui fait que l'on discute avec eux, il y a un dialogue, il se passe quelque chose. Et donc chacun, nous avons tous des lieux sacrés, des lieux de prédilection. Moi, mes lieux sacrés sont en Russie.
Sylvain aussi, il y en a pour qui c'est le désert. Et donc c'est vrai qu'il y a une correspondance avec laquelle je pense que vous êtes né, qui est innée, qui n'est pas quelque chose que vous découvrez d'ailleurs avec l'âge parfois, et vous êtes surpris, vous dites « Ah tiens !» mais il n'y a rien à faire, c'est quelque chose qui ne s'explique pas, c'est quelque chose qui se sent, qui se vit, je pense, tout simplement. Voilà. Pour conclure cette table ronde, je propose qu'Astrid nous lise un poème justement sur la toundra. Je crois que ça exprimera bien tout ce qui a été dit, enfin une partie de tout ce qui a été dit ici. Et puis, je vous invite aussi, quand vous sortirez, si vous ne l'avez pas encore, à prendre l'almanach du prix Russophonie qui a été délivré hier. C'est la nouvelle cuvée. Et je pense que c'est assez intéressant pour tous ceux qui s'intéressent à la littérature et à la russophonie. Oui, alors ces quelques phrases, je les ai gribouillées juste avant de quitter la toundra. Je savais que j'allais partir, et je ne savais pas quand est-ce que j'allais revenir. J'étais très triste, alors je m'étais isolée sur une colline et j'ai écrit ceci. Marcher dans la toundra, c'est rebondir à chaque pas. Une danse, une folle course, pas de chat, pas de loup, patte d'ours. Dormir dans la toundra, c'est tenter l'esprit bas. De ton âme, il se nourrira si tu ne lui donnes pas de vodka. Travailler dans la toundra, c'est vivre à l'heure des bêtes et du vent, craindre le dégel autant que la tempête, agir vite en prenant son temps. Voler au-dessus de la toundra, c'est entrer dans un long songe, lac noir, veine bleue, bois mort, tout prend vie sans mensonge. Naviguer dans la toundra, c'est prendre la haute mer, perdre son cap et ses repères, se faire chavirer par des vagues de terre. Croiser un étranger dans la toundra, c'est l'inviter à boire le thé, passer, oublier ses étrangetés, lui tendre une main sûre sans chercher l'amitié. Aimer dans la toundra, cela ne se dit pas, car le silence a ses mots doux que la raison ne connaît pas. Merci à vous tous. À côté, il va y avoir encore sur le Baïkal, si vous voulez continuer à explorer, à voyager en Sibérie, à partir du Kremlin. Et à très bientôt. Merci.